Je suis Karine Bidard, je suis directrice de l'Agence parisienne du climat qui organise ce bel événement du Forum Habité Durable. Et je vous souhaite la bienvenue et en remerciant l'Hôtel de Ville de nous accueillir aujourd'hui pour cet événement. Je voudrais vous proposer pour cette conférence d'ouverture donc de nous joindre sur scène donc les différents intervenants. Voilà, si vous voulez bien prendre place. Donc, je vais les présenter. Donc, Fatoumata Koné, qui est présidente de l'Agence parisienne du climat, présidente du groupe Les écologistes au Conseil de Paris et également vice-présidente de la métropole du Grand Paris à la nature en ville, la biodiversité et l'agriculture métropolitaine. Bonjour Jacques. Bonjour. Donc, voilà. Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti. Alessal, qui est donc directeur du programme France Rénov' à l'ANA. Jean-François Coquart, vous êtes président de la commission syndic de la FNAIM Grand Paris. Olivier Safar, président du pôle UNIS Île-de-France et Grand Paris. Et Yves Contasso, qui est président de Grand Paris Climat. On attend également Danler, je crois, qui arrive. On attend juste un dernier intervenant pour commencer. Bonjour, et donc j'accueille également Danler, qui est adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. Donc merci à toutes et à tous et voilà, je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'ouvrir cet événement, le Forum Habité Durable, qui est dans sa 5e édition et qui est organisé en partenariat avec la ville de Paris, que je remercie de nous accueillir, la métropole du Grand Paris, l'ADEME Île-de-France et puis les ALEC de la métropole du Grand Paris, donc les agences locales énergie-climat. Donc l'Agence parisienne du climat est une ALEC et il y a d'autres ALEC métropolitaines qui sont présentes aujourd'hui. Cette année, au vu du grand succès de la dernière édition, nous avons décidé de tenir cet événement sur 2 sites, donc à l'Hôtel de Ville, mais également à l'Académie du climat qui se trouve juste à 3 minutes à pied d'ici, pour accueillir de nombreuses conférences et d'animations. Donc il a fallu s'inscrire et parfois ça a été complet. Donc vraiment on est un peu victime du succès, mais très heureux que vous ayez pu nous rejoindre aujourd'hui. Le Forum Habité Durable, c'est l'événement de référence pour les copropriétés sur les sujets de rénovation énergétique. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer une journée très pragmatique qui va favoriser l'obtention d'informations, de vous donner des occasions d'être sensibilisés au sujet et puis également de trouver des interlocuteurs qui vont vous aider à comprendre comment on mène un projet de rénovation énergétique et des experts qui vont partager leur savoir pour que vous puissiez repartir d'ici avec les réponses aux questions que vous vous posez et ou alors, si vous ne les avez pas sur site, eh bien avec des interlocuteurs qui vont pouvoir vous éclairer par la suite. Je voudrais, avant de commencer cette table ronde, remercier Jessica Jacobi-Coali, Alice Pigeon et l'équipe communication de l'Agence parisienne du climat, Aurélie et tout l'ensemble de l'équipe qui est là aujourd'hui pour vous accueillir, vous guider. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. L'Agence parisienne du climat, c'est ce qu'on appelle donc une agence locale énergie-climat. Nous sommes sur les sujets de rénovation énergétique, donc un espace conseil France Rénov', dont vous avez déjà entendu parler. On est aussi le guichet d'entrée, donc guichet unique pour les copropriétés parisiennes, non seulement sur les sujets de rénovation énergétique et par exemple donc la porte d'entrée pour le dispositif de la ville de Paris Éco-Rénovons Paris Plus, dont on aura l'occasion de parler plus avant dans cette table ronde, mais également donc toute une équipe en très fort développement sur les sujets de la rénovation énergétique et qui élargit également son champ de compétences. Il faut savoir que sur chaque arrondissement, il y a 1 ou 2 conseillers qui sont là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir dans quel arrondissement vous êtes parce que vous aurez un interlocuteur qui sera dédié. Nous accompagnons donc les Parisiennes et les Parisiens sur les questions de maîtrise de l'énergie, sur les questions de performance thermique, les aides financières et puis des méthodologies de projet qui sont parfois complexes et donc on vous guide pas à pas. Nous avons mis en place un outil qui s'appelle Coach CoPro que vous devez pour nombre d'entre vous déjà connaître, qui est un outil de référence. Donc c'est une plateforme
d'informations sur le net que vous allez trouver très facilement, sur laquelle il sera important d'inscrire votre copropriété si ça n'est pas déjà fait, sur lequel vous allez trouver beaucoup d'informations. C'est un centre de ressources sur les questions de rénovation énergétique. C'est également une plateforme de mise en relation avec des professionnels et puis aussi un outil pour les conseillers France Rénov', un peu partout en France d'ailleurs, puisque c'est un outil qui est utilisé sur 27 grandes villes et métropoles. Il y a à peu près 80% du territoire français de copropriété qui est justement couvert par cet outil Coach CoPro que nous avons lancé. Et puis, il documente toutes les rénovations énergétiques qui sont faites. Donc, n'hésitez pas à aller voir parce que vous allez forcément trouver un bâtiment de la typologie du vôtre qui va vous permettre de comprendre un peu ce qui peut être fait en matière de rénovation énergétique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'Agence parisienne du climat, elle élargit aussi son champ de compétences au-delà de la rénovation énergétique sur des questions, par exemple, de végétalisation, de désimperméabilisation, le développement des énergies renouvelables, etc. On est vraiment aux côtés de la ville de Paris également sur un sujet important qui est celui de la lutte contre la précarité énergétique, parce qu'il faut le rappeler, les plus pauvres sont aussi les plus exposés au changement climatique, et c'est vraiment important d'adresser ce sujet-là et de comprendre que l'urgence climatique, elle se double d'une urgence sociale, et on essaye justement de proposer des actions très pragmatiques pour rapidement aider ceux qui n'ont pas forcément les moyens de faire des travaux conséquents, juste pour trouver dans un premier temps des solutions à des problèmes quotidiens. Par ailleurs, j'ai une annonce à vous faire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le lancement officiel des trophées métropolitains Coach CoPro. Donc, je crois qu'il y a un slide qui s'affiche. Donc, nous lançons aujourd'hui un appel à candidature pour toute copropriété. Donc, c'est la 5e édition d'un concours qui donne à voir des réalisations remarquables, des rénovations remarquables. Donc, ce concours, il s'adresse à toute copropriété qui est dans la métropole, qui a réceptionné son opération entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2024, avec un gain de performance énergétique d'au moins 30%. Et nous vous invitons tous à participer à ce concours, que ce soit les copropriétaires, les conseils syndicaux, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises de travaux, les syndics, les ingénieurs, etc. Tout le monde est bienvenu pour participer et proposer des projets donc jusqu'au 24 mai. La délibération aura lieu en juin et les trophées seront remis le 26 septembre. Par ailleurs, je voulais juste vous souligner que nous avons été très attentifs et exigeants pour limiter l'impact environnemental de cet événement, avec des mesures clés qui sont par exemple celles de faire une scénographie qui est totalement à base de réemploi, 0 plastique à usage unique, des impressions qui sont limitées au strict minimum et une restauration 100% végétale, bio et locale pour les professionnels qui vont se restaurer ici. L'événement, il va être labellisé éco-engagé, c'est évidemment une nécessité pour une agence comme la nôtre. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant à la table ronde qui va se dérouler jusqu'à environ 10h15 et ensuite on essaiera de prendre 3 questions. C'est pour essayer de répondre aux questions les plus importantes que vous vous posez. Voilà, dans un premier temps, donc je voudrais passer la parole à Dan Lair, donc que j'ai présenté tout à l'heure, adjoint à la maire, et je voulais vous demander, Dan, le plan climat a été revu et lancé en décembre dernier. Il s'ouvre sur la question de la protection des habitants et de l'habitabilité de la ville. J'aimerais savoir comment ça se traduit pour les ambitions de la rénovation du bâti parisien. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci Karine, merci à l'Agence parisienne du climat pour l'organisation de ce bel événement, le Forum Habité Durable, ainsi qu'à nos partenaires, la Métropole du Grand Paris, la région, l'ADEME, l'ANA, pour leur soutien aussi dans la mise en place de ce forum annuel. Oui, nous avons adopté donc en décembre dernier le nouveau plan climat de la ville de Paris 2024-2030. Et l'enjeu de ce plan, c'est vraiment de préserver l'habitabilité de Paris et de protéger les Parisiens les plus vulnérables. Et quand on parle d'habitabilité de Paris, évidemment, on parle d'habitabilité des logements parisiens. Et les objectifs sont très ambitieux à Paris, puisque vous savez que
le secteur du bâtiment, les bâtiments, le bâti représente 70% des émissions du territoire. La rénovation, c'est donc la priorité numéro un de la ville de Paris pour à la fois lutter contre le changement climatique et adapter les bâtiments à la nouvelle donne climatique. Le climat de Paris, il va ressembler à celui d'une ville comme Séville dans les prochaines années, et nous nous préparons sur le territoire parisien à des pics de chaleur à 50 degrés. Ça, ce sont les scientifiques du GIEC qui accompagnent la ville de Paris, qui nous donnent ces projections climatiques. Donc on est très attentif à ce programme qui est vraiment un programme décisif du plan climat, la rénovation énergétique dans le parc de logement social. Et évidemment, Jacques Baudry en parlerait beaucoup mieux que moi, mais aussi pour les copropriétés parisiennes avec ce programme Éco-Rénovons Paris Plus, qui est vraiment un programme très ambitieux que nous avons souhaité avec Jacques et avec l'Agence parisienne du climat, chère Fatoumata Koné, aussi être au cœur de notre stratégie de lutte contre le changement climatique. Et c'est vrai que quand on voit les annonces qui arrivent du gouvernement, notamment la suppression de 20% du budget MaPrimeRénov', c'est encore une occasion de plus d'accélérer au niveau de la ville de Paris. On a vu aussi le changement des règles de calcul sur le DPE, qui sont pas des bons signaux engagés, mais nous, on a décidé de continuer à accélérer sur le territoire parisien et de donner des moyens à ces politiques-là de se déployer au niveau au niveau parisien. Donc, depuis 8 ans, on met en place ce grand chantier de la rénovation énergétique des copropriétés. Les résultats sont là. Il y a actuellement 10 000 copropriétés qui sont inscrites auprès de l'Agence parisienne du climat. C'est un quart des copropriétés à Paris. Donc, ce sont des chiffres qui sont absolument énormes. Et dans l'arrondissement où je suis élu, par exemple, le 19e arrondissement, je suis très content de voir qu'il y a 43% des copropriétés qui sont inscrites auprès de l'APC. C'est presque la moitié des copropriétés de l'arrondissement. Donc ce sont des chiffres qui sont très importants pour nous. En 2025, on va avoir une étape un peu clé qui va se passer, puisque les logements classés G vont être interdits à la location. Donc ça, c'est une étape très importante, un événement très fort pour le territoire parisien. Ça représente des milliers, des dizaines de milliers de logements à Paris. Je regarde Jacques Baudry, évidemment, pour m'assurer que les chiffres sont exacts, mais euh, il est, il faut impérativement rénover ces logements, pardon, qui sont classés G, qui sont des passoires thermiques. Et Karine parlait à l'instant du fait que les propriétaires qui sont occupants de ces logements ou les locataires qui sont présents dans ces logements sont vraiment en première ligne du changement climatique, parce qu'ils sont soumis à la précarité énergétique, que ce soit pendant l'hiver ou pendant l'été. Donc on a besoin d'avancer aussi sur ces questions. Et notre politique à Paris, c'est de se préparer à ces pics de chaleur, c'est de se préparer à ces vagues caniculaires qui vont arriver de plus en plus fort sur Paris, et de préparer le bâti parisien pour qu'il soit adapté à la nouvelle donne climatique. Voilà, donc cet enjeu, il est immense, et l'occasion, enfin le forum annuel, le forum Habité Durable, qui est organisé par l'APC avec tous les partenaires, il est vraiment très important pour qu'on continue à avancer dans cette direction. Voilà, merci beaucoup. Merci Dan. Je voudrais passer la parole à Jacques Baudrier. Donc, Jacques, il y a peu, l'ambition de rénover l'ensemble du bâti d'ici 2050 semblait assez hors de portée. Aujourd'hui, il y a de nombreux signaux qui sont en train de passer au vert avec une forte dynamique. On peut donner par exemple le cas de la rénovation des logements sociaux qui se fait vraiment à grands pas. Alors la réalité dans les copropriétés, elle est plus complexe. Ceci étant, les choses sont vraiment en train de changer. Des solutions existent et il y a une dynamique puissante qui est en train de se mettre en place. Vous êtes adjoint au logement et à la transition écologique du bâti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous appelez ce chantier du siècle? Merci beaucoup. Je tiens à remercier Karine et puis l'Agence parisienne du climat et l'ensemble de nos partenaires qui nous font le plaisir d'être de plus en plus nombreux chaque année avec nous. Donc 2024, Dan l'a dit, a été une année vraiment charnière parce on a encore accéléré sur la rénovation du parc social. La rénovation du parc social, elle a commencé en 2009 à Paris avec des niveaux de rénovation très conséquents. On en est à 5 000 logements sociaux par an. Et le parc de logements sociaux de Paris, 260 000 logements, c'est le seul parc de logements de France
qui n'a pas besoin d'accélérer son rythme de rénovation pour respecter la stratégie nationale bas carbone. Alors, si on continue à ce rythme-là d'ici 2050, on aura tout rénové. Et la très bonne nouvelle qu'on a eue il y a un mois, c'est que l'agence parisienne, l'atelier parisien d'urbanisme a produit une étude sur les 10 000 premières rénovations, donc avec des mesures des consommations réelles d'énergie. Parce vous savez, il y a des calculs théoriques des économies d'énergie qu'on peut faire, mais qui sont très souvent très surévalués. Et après, quand on arrive aux économies réelles, c'est plus compliqué. Eh bien, il y a eu, c'est la 4e étude mondiale. Il y en a une aux États-Unis, une en Angleterre, une en Allemagne. Et donc, la première étude française sur nos logements sociaux, parce que c'est les premiers à être rénovés, c'est les seuls où on pouvait faire une étude. Eh bien, donc nos résultats sont meilleurs que ceux des 3 précédentes études. Donc, c'est l'année olympique, on a la médaille d'or, hein, des études de rénovation énergétique. Et donc, on atteint des niveaux de 30% d'économie d'énergie qui sont très bons et il n'y a pas d'effet rebond de la consommation. Donc voilà. Donc on a créé, donc on va bien sûr continuer à amplifier. Ça, c'était nos premières rénovations de logements sociaux et celles qu'on livre actuellement sont encore meilleures en termes de performance. Donc on est déjà dans de très bons résultats. On va accélérer. Surtout, on a créé tout un écosystème d'entreprises et d'acteurs du bâtiment, architectes, entreprises générales, bureaux d'études, qui ont maintenant une vraie compétence et une excellence au niveau même mondial, hein, de la rénovation. Donc cet écosystème, bah, il sert aussi pour les copropriétés, parce que c'est les mêmes architectes, les mêmes entreprises qui vont pouvoir rénover les logements des copropriétés. Et Dan l'a dit, hein, grâce à Éco-Rénovons Paris Plus, on s'est battus tous les deux très fort, hein, pour obtenir cet arbitrage financier pour l'aide aux copropriétés, qui est le plus gros arbitrage financier qu'a fait notre majorité. On l'a porté ensemble tous les deux durant toute cette mandature. Donc c'est des investissements qui, à terme, iront jusqu'à 300-400 millions d'euros par an. Donc c'est vraiment le chantier du siècle, y compris financièrement. Et cette année 2023 nous a permis de faire exploser le nombre de copropriétés parisiennes engagées, 12 000 à ce jour. Et vous êtes encore très nombreux à vous inscrire chaque mois sur Coach Copro, et tant mieux. On espère bien que rapidement, ce sera plus un quart, mais la moitié des copropriétés de Paris qui seront engagées. Mais le sujet maintenant, c'est que vous soyez encore très nombreux à vous engager dans les travaux effectifs. Il y a un bon rythme, mais notre souhait, c'est vraiment d'accélérer le plus vite possible. On vous fournit un accompagnement. Il y a beaucoup d'articles dans la presse qui critiquent mon accompagnateur Rénov qui concerne les maisons individuelles, enfin les difficultés de l'accompagnement. À Paris, l'accompagnement est garanti gratuit sur 5 ans, hein. L'Agence parisienne du climat, Solia Urbanisme, nos prestataires, vous accompagnent gratuitement, il n'y a pas de coût, durant toute la durée de votre projet. Et ensuite, vous pouvez profiter des aides financières de ma prime Rénov copropriété de l'État et de Éco-Rénovons Paris Plus, donc les deux cumulés. Donc vraiment, c'est à Paris qu'il y a le meilleur écosystème de France pour rénover des logements, parce que vous êtes accompagné gratuitement et les subventions aux travaux souvent dépassent 50% du prix des travaux. Donc on est vraiment dans un volume d'investissement majeur et maintenant, passez le pas. Vous avez les garanties des financements au long terme. Notre choix d'investir a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris. Donc, quelles que soient les évolutions électorales, a priori, comme il y a eu une unanimité et sans débat, et toutes les mairies d'arrondissement sont engagées, de gauche comme de droite, à nos côtés pour organiser des réunions publiques. La prochaine a lieu dans le 20e. Dan était dans le 6e la semaine dernière. Donc voilà, on sera à vos côtés de façon de plus en plus rapprochée. Le but, c'est qu'il y ait le maximum de logements qui passent en passe-travaux et aussi en particulier le maximum de logements qui soient des passoires thermiques, parce que c'est ces logements qui sont le plus sujets à la précarité énergétique, à des très grandes chaleurs pendant les canicules qui vont malheureusement arriver très vite à Paris, Dan l'a dit. Et donc, nous, on souhaite vraiment de rénover le maximum de passoires thermiques. Et d'ailleurs, on insiste même vis-à-vis du gouvernement. J'étais au cabinet du ministre de Christophe Béchu, hein, qui travaille avec l'ANA, et je regardais les salles pour que, d'ailleurs, les aides de l'ANA, ça nous intéresserait que ce soit même encore augmenté pour les passoires thermiques pour nous permettre d'accélérer au maximum. Donc, le message qu'on a à vous donner, ça marche, nos rénovations sont performantes, on l'a prouvé, on a des études. On a un écosystème financier d'accompagnement exceptionnel à Paris. Donc maintenant, vous pouvez compter sur nous, on vous accompagnera via les meilleures conditions techniques et financières peut-être du monde, en tout cas de France, c'est certain. Nos partenaires européens nous disent d'Europe, voire du monde. Donc surtout, n'hésitez pas. Je crois que c'est l'année olympique. Paris peut être encore plus chaque année la médaille d'or de la rénovation. Et je crois que c'est le chantier du siècle pour Paris et espérons d'ailleurs pour l'ensemble de la planète parce que c'est indispensable pour sauver le climat.
Merci beaucoup, Jacques, pour cet enthousiasme communicatif. Je vais passer la parole à Fatoumata Koné. Donc, Fatoumata, vous êtes en tant que présidente, vous bénéficiez d'un poste d'observation et d'action donc sur les projets de rénovation énergétique au plus près du terrain et du réseau des professionnels qui travaillent à nos côtés pour mener ce grand chantier. Quel témoignage pouvez-vous nous apporter sur la dynamique actuelle et la prise de conscience et le passage à l'action, donc justement des Parisiennes et des Parisiens? Bonjour à toutes et à tous. En fait, je vais surfer sur la vague d'enthousiasme que vient de lancer Jacques, parce qu'en fait, je suis assez enthousiaste parce que je vois que cette salle est pleine et qu'on se rend compte que toutes les réunions, toutes les réunions qu'on met en place autour de la rénovation énergétique suscite beaucoup d'engouement. Je rappelle toujours que, et je le précise notamment quand je vois en fait ce forum Habiter durable, je me dis que chaque année il fait sens parce que c'est important de le rappeler. Jacques et Dan l'ont précisé également. Enfin, en fait, on a un enjeu important, c'est sauver le vivant, la planète, le climat. Enfin, on peut appeler ce qu'on veut, mais en fait, c'est nous sauver tout simplement et faire en sorte que nos territoires restent vivables pour les prochaines décennies et qu'on puisse continuer à vivre chez nous pour les prochaines décennies. Et donc, on s'attaque évidemment à ce sujet à travers la rénovation énergétique du climat pour améliorer le confort d'hiver. Et on parle beaucoup du confort d'été, évidemment, parce que on se rend compte chaque année qu'il fait de plus en plus chaud, notamment dans nos territoires très minéraux comme Paris et puis en fait les collectivités de la métropole du Grand Paris. Et mon mot d'ordre, c'est accélération. Déjà, j'ai écouté attentivement Dan et Jacques. Ils l'ont dit plusieurs fois et en préparant en fait mon intervention aujourd'hui, j'ai réalisé qu'effectivement je parlais beaucoup d'accélération. Alors, il y a une accélération parce que je le disais, les effets du dérèglement climatique s'accélèrent sur nos territoires et il y a aussi une accélération, et c'est la touche positive, parce que on s'organise de notre côté et on s'organise pour pouvoir répondre à celle-ci à travers donc du coup tous les projets qu'on met en place et notamment avec Éco-Rénovons à Paris et à travers effectivement les citoyennes et les citoyens. Je vois que tout le monde s'empare de ce sujet-là. Il y a un vrai engouement et la nécessité d'accélérer parce qu'on sait que les projets et le sujet de la rénovation énergétique du bâtiment n'est pas un sujet simple. Quand je le rappelle souvent, hein, en moyenne, on met 5 ans pour rénover une copropriété. On met 5 ans, mais on en a certaines qui mettent bien évidemment plus d'années. Et donc, on se rend compte que rénover l'ensemble de nos bâtiments, on ne va pas le faire du jour au lendemain, ça va mettre du temps. Et c'est la raison pour laquelle nous, les responsables, les décideurs, on doit aider à cette accélération. Moi, ce que je voulais préciser aussi, c'est que, en fait, cette accélération, on l'explique aussi par 4 facteurs. Qui sont importants à rappeler. 4 facteurs. Il y a notamment donc la crise énergétique que nous traversons toujours et qui a fait exploser évidemment les coûts de l'énergie et donc a eu un impact très important sur le budget des concitoyennes et des concitoyens. Il y a, Dan en a parlé, évidemment la loi qui vise à interdire notamment la location des passoires énergétiques et qui nous aide aussi beaucoup pour pouvoir faire en sorte que toutes les Parisiennes et les Parisiens, mais j'ai envie de dire les citoyennes et citoyens, puissent vivre confortablement dans leur logement dans les prochaines décennies. J'ai envie de dire, et je pense que c'est sincère, il y a une prise de conscience de l'accélération des effets du dérèglement climatique parce qu'on le ressent dans notre chair chaque été et chaque hiver. Et enfin, à l'échelle parisienne, on a un gros coup de boost avec le programme Éco-Rénovons Paris Plus. Et ça, on le ressent notamment dans toutes les mairies d'arrondissement. On a en moyenne 400 personnes qui se déplacent. Et donc, je dois admettre qu'à Paris, ce sont les réunions au sein desquelles on accueille le plus de public. Et donc, sans doute parce que le sujet est complexe, mais sans doute aussi parce que les gens veulent s'emparer du sujet, veulent être accompagnés et c'est notre rôle en tant qu'agence parisienne du climat, justement, d'accompagner tout le monde, que ce soit les citoyens et donc du coup, j'en profite moi pour remercier quand même toutes les citoyennes et les citoyens au sein des
copropriétés qui s'engagent sur ce sujet et qui insistent auprès de leurs voisins, voisines pour pouvoir lancer ces projets de rénovation énergétique, les syndics de copropriété qui n'ont pas un rôle facile, évidemment, et qui sont indispensables pour pouvoir répondre à cette nécessité d'accélération, et tous les partenaires, j'ai envie de dire les professionnels. Moi, je veux pas être longue parce que Karine m'a dit, Fatou, il faut que tu fasses 5 minutes, et je suis élue et j'ai tendance à beaucoup parler, et je réalise déjà que je vais beaucoup parler, mais le message en fait que je voudrais envoyer, c'est aux professionnels. Jacques l'a un peu dit, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que en fait cette accélération, il va falloir qu'on la fasse toutes et toutes ensemble. Et sur le secteur, notre constat, c'est qu'il manque encore des professionnels qui s'engagent au niveau de cette accélération. Je le précise parce que nous, on le voit, les copropriétés, donc on a fait un gros boom dans l'inscription de notre plateforme CoachCoPro. Karine l'a précisé tout à l'heure. Je lis mes notes parce que je veux me rappeler des chiffres et pas dire de bêtises, mais on a fait x5 par rapport de 2022 à 2023 sur les inscriptions sur la plateforme CoachCoPro. On est passé de 50 copropriétés qui s'inscrivaient en 2022 par mois à 350. Donc, c'est du travail pour l'agence, c'est un enthousiasme et on s'organise pour pouvoir accompagner correctement toutes les copropriétés dans ce sens, mais ça signifie aussi qu'il va y avoir énormément de travaux pour les prochaines décennies. Un autre chiffre que je veux donner qui est important, c'est qu'on a fait aussi x4, on a multiplié par 4 le nombre de demandes de DTG, de diagnostic technique global, qui est donc la première étape pour lancer un projet de rénovation énergétique. Et donc, on est passé de 250 demandes de DTG en 2022 à plus de 1000 en 2023. Et donc, évidemment, ces DTG, ce sont les travaux qui vont être lancés dans quelques années, dans 1, 2, 3 ans. Et il faut que, du coup, les gens dans le secteur, les professionnels dans les secteurs s'organisent pour pouvoir lancer ces travaux et qu'on puisse les faire. Il n'y a que de cette manière, avec les syndics, évidemment, nous, on est là pour accompagner tout le monde, et les professionnels, qu'on pourra répondre à notre objectif. Notre objectif, c'est, je le répète, effectivement, faire en sorte que tout le monde bénéficie de cette amélioration dans le logement, cette amélioration du confort dans le logement. Et donc, on le fait d'un côté avec la ville de Paris au niveau des bailleurs sociaux. Et ça, c'est important que tout le monde puisse en bénéficier. Et au niveau des copropriétés. Et donc, en fait, on compte sur vous toutes et tous pour nous accompagner. On y arrivera toutes et tous ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup Fatoumata. Je vais passer la parole maintenant à Alé Sall, directeur du programme France Rénov à l'ANA. Alé, est-ce que vous êtes directeur de ce programme, vous pouvez nous expliquer le rôle de l'ANA et exactement comment vous intervenez ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Merci également à l'Agence parisienne du climat pour toute l'organisation de cet événement. L'ANA, en quelques mots, c'est une agence de l'État qui a été créée il y a une 50aine d'années, dont la mission principale est justement de répondre à ce que vous avez dit, Madame la Présidente, c'est-à-dire comment on apporte un meilleur confort aux personnes dans un logement. Et donc, c'est des dispositifs que l'agence a mis en place pour aider les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ainsi que les copropriétés, à pouvoir mener des travaux d'amélioration des logements, que ce soit en matière de rénovation énergétique, que ce soit en matière d'adaptation des logements à la perte d'autonomie liée au vieillissement ou au handicap, que ce soit également sur le traitement de bâtiments ou de logements qui sont très dégradés et qui vont être difficilement habitables ou qui vont rendre le quotidien des personnes qui les occupent extrêmement difficile. Donc les dispositifs que met en place l'agence sont sur 2 principaux volets, enfin même 3 si je le dis de cette manière. Le premier, c'est le financement direct des projets auprès des propriétaires, bailleurs, occupants, des copropriétés grâce à des aides. On a évoqué ma prime rénov pour les copropriétés. Il y a d'autres aides, je ne vais pas forcément les détailler. Donc d'une part des aides, d'autre part des partenariats avec les collectivités et notamment par des contrats qui sont passés entre l'État et les collectivités comme la ville de Paris pour mettre en place des dispositifs qui permettent justement de proposer un accompagnement gratuit
Et tout à l'heure, on évoquait le rôle des opérateurs qui vous accompagnent aujourd'hui sur le territoire. C'est grâce à ce type de partenariat qui permettent de mobiliser des financements de l'État et de la collectivité, en l'occurrence la ville de Paris. Et le troisième volet, c'est depuis 2022 un service public qui s'appelle France Rénov, le service public de la rénovation de l'habitat, qui est un service public qui permet en fait d'apporter à chacune et à chacun des informations, des conseils neutres, indépendants et gratuits pour la rénovation de son logement. Et en fait, si vous vous demandez c'est qui France Rénov à Paris, en fait, c'est l'Agence parisienne du climat. C'est l'Agence parisienne du climat qui porte la mission France Rénov. Et donc, l'organisation d'événements comme aujourd'hui, les réunions que vous faites dans les mairies d'arrondissement, les réunions d'information, la mise en place de Coach CoPro, cet outil qui permet à la fois de avoir de la visibilité sur à la fois l'inscription des copropriétés au niveau parisien, de voir comment elles souhaitent s'engager dans un projet. Ça, ce sont des choses que permet de faire France Rénov grâce à la mobilisation de la ville de Paris et de l'ANA. Merci beaucoup, Ale. Et une deuxième question. On a entendu des communications récentes qui ont conduit une certaine confusion, justement sur l'engagement de l'État sur la rénovation énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et quels sont les messages que vous voulez faire passer aujourd'hui? Alors, mon message principal, c'est de dire, ne vous inquiétez pas, en fait, il faut foncer. Non, mais je pense que c'est important qu'on se le dise de façon très claire. Oui, il y a eu des messages contradictoires qui ont pu être passés dans les médias avec des relais d'ailleurs pas tout à fait honnêtes intellectuellement ou en tout cas pas suffisamment précis. Le message à retenir, c'est qu'on est quand même en 2024 sur une augmentation de 600 millions d'euros du budget de l'ANA pour les dispositifs qu'elle met en place et notamment pour les aides à la rénovation. Pour avoir un ordre de grandeur, 600 millions d'euros, c'était le budget de l'ANA pour une année en 2017, en 2018. Aujourd'hui, on est à plus de 5,5 milliards. Donc, en fait, il faut aussi se rendre compte de la marche qu'on a franchie, l'accélération qui a été évoquée, les moyens supplémentaires qui ont été évoqués se retrouvent au niveau national. Et donc, cette augmentation sans précédent du budget de l'État pour la rénovation des logements, c'est surtout ça le message qu'il y a à retenir. Après, effectivement, on peut se dire ça fait moins 1 milliard en plus de ce qu'on voulait. Au final, la question n'est pas là. La question est comment on s'assure collectivement de consommer la totalité de ces budgets-là pour s'assurer que dans les années qui viennent, ils soient non seulement sécurisés, mais qu'ils soient toujours augmentés. Et donc, pour consommer ces budgets, c'est très simple. Ça veut dire prendre des décisions de s'engager dans des projets de travaux. Ça veut dire déposer des demandes de financement auprès de l'ANA et d'aller au bout de ces projets de rénovation. Et pour ça, et j'insiste sur ce mot-là, et c'est celui que vous avez également sur les visuels, sur les kakémonos, c'est ensemble. Parce qu'en fait, personne ne va y arriver tout seul. Personne n'a tout seul la clé de la réponse. Donc on a besoin de l'État, évidemment, et je viens de le rappeler, l'État s'engage et continuera à s'engager très fortement pour cette politique-là. On a besoin des collectivités territoriales et notamment la ville de Paris ici qui est résolument engagée. Je pense que c'est aussi un signe important d'avoir autant d'élus présents sur cette matinée lors de cet événement et qui sont par ailleurs présents dans chacune des réunions qui sont menées dans vos mairies d'arrondissement. Avoir des élus aussi engagés et proches du terrain, c'est aussi la marque d'un territoire, d'une collectivité qui est fortement impliquée sur ces questions-là et qui le fait de façon sincère et avec des budgets et des moyens importants. Ensemble également avec les acteurs économiques et on a aujourd'hui des représentants des syndics, des agences immobilières et en fait au-delà c'est un écosystème plus global avec des architectes, des maîtres d'œuvre, des accompagnateurs, des assistants à maîtrise d'ouvrage. Ce sont également des entreprises de travaux. Tout à l'heure on disait qu'effectivement il y a une structuration qui a été permise notamment sur toute l'action en direction du parc social, qui va permettre de bénéficier de cette expérience-là pour les copropriétés. Et je pense que c'est vraiment important de raisonner de cette manière. Et enfin, un pilier fondamental pour nous, qui est le service public, qui est ce premier contact, en fait, ce tiers de confiance qui permet aujourd'hui et sur ce territoire, grâce à l'Agence parisienne du climat, de pouvoir vous apporter les informations
les plus utiles, les conseils les plus adaptés, les plus personnalisés pour que vous puissiez ensuite sereinement vous engager dans un projet de travaux. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, on reste engagé. Je pense que c'est important de bien se le rappeler, que tout le monde doit s'engager. Je pense que vu les enjeux, nous, c'est la manière dont on le pose à l'ANA. On a 20 millions de logements à rénover dans les 20 prochaines années. Le défi est colossal. C'est clairement le chantier du siècle. Et pour y arriver, on a besoin que tout le monde soit pleinement et complètement engagé dans cette dynamique-là. Et du côté de l'agence, on sera évidemment aux côtés de la ville de Paris, de l'Agence parisienne du climat et de l'ensemble des acteurs pour y arriver. Merci beaucoup, Allé. On a bien compris donc que ce grand chantier, il se mène dans un contexte d'urgence climatique et cumulé à une urgence sociale. On en a parlé tout à l'heure. On parle de confort d'hiver, on parle de confort d'été et on parle de santé publique, hein, concrètement, pour certaines personnes. On a compris aussi d'ailleurs que c'était une course de relais entre les différents acteurs. J'en profite d'ailleurs pour saluer la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris avec laquelle on travaille très bien justement, et puis Solia et Urbanis, les 2 opérateurs qui ont été choisis justement pour mener cette chaîne d'acteurs et tous les professionnels qui exposent aujourd'hui sur le salon et nos partenaires de manière plus large. Ça se joue également à l'échelle de la métropole du Grand Paris, cette course d'acteurs. On a bien compris qu'il était important d'accélérer. Yves Contasso, vous êtes président de Grand Paris Climat. Je voulais vous demander comment vous voyez les choses pour qu'on aille encore plus vite. Merci Karine, bonjour à toutes et à tous. Alors Grand Paris Climat, c'est une association dont sont membres toutes les agences locales de l'énergie et du climat du territoire métropolitain, ainsi que la métropole du Grand Paris elle-même en tant qu'institution. Notre objectif, c'est effectivement d'accompagner ces ALEC, comme on les appelle, mais aussi de faire du plaidoyer auprès de l'État, auprès des pouvoirs publics, quand nous pensons qu'on peut améliorer les choses. Et je donne juste un exemple, il y a quelques jours, 15 jours, un peu plus de 15 jours, on a organisé un grand colloque pour voir comment faire en sorte que les difficultés qu'il peut y avoir localement, quelquefois, ça varie suivant les personnes qui le disent, entre les copropriétaires et les architectes des bâtiments de France, comment dépasser ces difficultés. Et c'est un grand succès et je pense qu'on va avancer beaucoup dans ce domaine. Donc c'est un exemple d'action. Cela étant, je pense que si on veut regarder ce qui se passe, alors notamment à Paris, il y a une spécificité parisienne qui n'existe pas ailleurs. Prenons quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même. On a aujourd'hui en France, si on regarde le statut des gens qui habitent en France, 23% de locataires hors secteur HLM. Sur la métropole, 33%. Paris, 44%. On a quasiment 2 fois plus de locataires à Paris, hors HLM, qu'on en trouve en moyenne en France. Or, ces locataires, ce n'est pas eux qui vont financer la rénovation, c'est leurs propriétaires. Et que disent les propriétaires, pour un certain nombre, propriétaires bailleurs? Mais c'est intéressant, on va nous demander de mettre des milliers et des milliers d'euros dans une rénovation, mais quel est le retour sur investissement financier? Il n'y en a pas. Certes, il y a des aides, mais il y a un reste à charge qui est élevé et sur lequel on ne peut rien faire. On ne peut pas déplafonner les loyers, sauf conditions très compliquées, et donc il y a un frein. Et pourtant, dans les AG de copropriété, ils participent comme les autres à la prise de décision. Et donc, quand on a des copropriétés où le rapport propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur est trop déséquilibré, il n'y a pas d'avancée. Parce que les propriétaires bailleurs ne voient pas leur intérêt de faire de la rénovation. Au-delà des aspects généraux de lutte contre le dérèglement climatique, etc. En tout cas, financièrement, ils n'en voient pas l'intérêt. Donc nous, on pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine pour modifier les comportements, les prises de décision, et y compris l'intérêt des propriétaires bailleurs. On pense qu'il faut changer quelques éléments. On a essayé d'en discuter avec le délégué interministériel chargé de ce dossier, qui pour l'instant dit non, ils n'ont qu'à le faire, il y a assez d'aides et on ne changera rien. Nous, on pense que ce n'est pas comme ça que ça se fera. Si ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de dire qu'on va continuer. Quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut le modifier. On pense, par exemple, qu'il faut sans doute trouver des mécanismes plus incitatifs. Je me souviens d'un colloque qui avait été fait à Métropole il y a quelques années où on avait dit à la ministre du Logement, mais jouez plutôt sur les niveaux de plafonnement de loyer. Si vous êtes
avec un logement A, il y a un plafond. Si vous êtes en F ou en G, le plafond est plus bas. Ça incitera évidemment les propriétaires bailleurs à faire les travaux puisqu'ils pourront s'aligner sur un plafonnement plus élevé. Et c'est pas très compliqué. Elle nous avait dit c'est une bonne idée, mais on le fera pas. Bon, voilà, c'est la réalité, c'est comme ça. C'est pas le seul cas qu'on a connu. Deuxième élément spécifique de Paris, c'est le pourcentage de copropriété par rapport à ce qu'on trouve ailleurs en France. On a 3 fois plus statistiquement de copropriété à Paris qu'on trouve en moyenne en France sur n'importe quel autre territoire. Et donc, ça veut dire qu'évidemment, les règles ne peuvent pas être les mêmes. La lourdeur d'un travail, ça a été dit par Fatoumata, mais quand il faut 5 ans, 6 ans, voire plus pour engager des travaux, ça veut dire que les processus d'accompagnement sont beaucoup plus compliqués que lorsqu'il s'agit d'un pavillon où là, le propriétaire, il choisit tout seul, il n'a pas besoin d'une AG de copro, il n'a pas besoin de convaincre les réticents, les hésitants, etc. Donc évidemment, les moyens à mettre en œuvre pour les ALEC notamment sur le territoire métropolitain et encore plus à Paris, doivent tenir compte de cette spécificité. Nous, on pense qu'il faut renforcer les moyens et tenir compte de cette spécificité. Et puis, là encore, il faudrait sans doute que les règles de décision en AG de copro soient un peu revues pour éviter certains blocages. Je pense que là, il y a matière à faire évoluer le droit dans ce domaine. Le dernier point, et c'est évidemment le plus important, c'est le reste à charge. C'est-à-dire que, y compris une fois qu'on a toutes les aides, et elles sont importantes, de l'ANA, de la ville de Paris, de la métropole, etc., ce qu'il reste à la charge des propriétaires est très élevé. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de financement. Les banques refusent de prêter, globalement. Pour plein de raisons, elles refusent de prêter. Nous, on pense que là, il faut revoir le dispositif de financement en s'inspirant de choses qui existent ailleurs et qui marchent bien, que ce soit en Allemagne ou en Suisse. Il y a des mécanismes qui fonctionnent. On a essayé de faire passer le message. Alors, on n'est pas tout seul à porter ça, le Grand Paris Climat. On sait qu'il y en a d'autres qui portent le même projet. On a juste un petit souci, c'est il paraît qu'à Bercy, il y a un ministre qui ne veut pas en entendre parler. Et donc là encore, on a d'autres ministres qui nous disent oui, ça pourrait être intéressant, mais il y a un verrou à faire sauter. C'est le verrou de Bercy, bien connu. Et donc là encore, ça ne marche pas, mais on ne changera pas la règle, tant pis, on va continuer. Nous, on pense qu'il y a un moment, si on considère véritablement qu'il y a une urgence pour pouvoir continuer à vivre à Paris, ces verrous, il faut les faire sauter dans tous les domaines. C'est un peu notre travail, pas tout seul, encore une fois. On essaye de convaincre et on est convaincu que pour accélérer, je reprends ton terme, Fatou, la rénovation, qui est un enjeu majeur, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Merci beaucoup Yves. Et puis je voudrais également passer la parole aux représentants des syndics, Olivier Safar, Jean-François Coquart. Pour rappel, vous présidez les 2 principaux groupes de syndics. Vous êtes un maillon important, comme l'a dit Fatoumata Koné tout à l'heure, dans cette chaîne d'acteurs qui font la rénovation énergétique au quotidien. Comment est-ce qu'on lance une dynamique positive? Et dans un premier temps, je voudrais vous demander quel est le rôle du syndic, quelle est la place du syndic dans cette chaîne d'acteurs? Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de nous accueillir. Il est clair que l'Agence parisienne du climat fait beaucoup de choses et je tiens à les remercier parce que ça fait avancer notre rénovation énergétique de nos bâtiments qui en ont réellement besoin. Alors quel est le rôle du syndic? Vous l'avez compris, le syndic en réalité c'est l'homme orchestre. Pourquoi je dis homme orchestre? Parce que ce n'est pas lui qui va vous faire les travaux de rénovation énergétique. Ce n'est pas lui qui va vous faire le calcul des aides et des subventions. Mais c'est lui qui va aller regrouper tous les intervenants pour pouvoir mettre en œuvre cette rénovation énergétique. Et ça, c'est un point très important. Il faut le comprendre, à côté du syndic, vous allez avoir l'architecte, le bureau d'études, l'ingénieur financier, l'ALEC, on va répondre très clairement, ou l'Agence parisienne du climat pour Paris, mais vous allez avoir effectivement ensuite les banquiers, quand on en a, et derrière, on va avoir surtout un rôle très important, c'est les membres du conseil syndical et les copropriétaires. Sans le conseil syndical, sans les copropriétaires, il n'y a rien qui se passe. Et le rôle du syndic, justement, c'est d'expliquer les choses, c'est de former, c'est d'informer et de faire avancer les dossiers. Alors,
je suis d'accord avec vous, on a une accélération depuis 2 ans sur la partie de rénovation énergétique. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans qu'on explique les choses. Ça fait 10 ans qu'on a commencé avec l'Agence parisienne du climat les premières formations de nos gestionnaires. Et à l'époque, je me souvenais, on était les premiers à venir pour ces formations. On a fait des premières rénovations. Chez nous, la première rénovation date de 2011 et 2012. Donc ça fait effectivement plus de 10 ans. Mais on s'est rendu compte qu'à l'époque, c'était un enfer. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on arrive à faire les choses, même si c'est parfois un peu compliqué, notamment au niveau de la plateforme de l'ANAP pour rentrer des informations, au niveau des copropriétaires, à expliquer le reste à charge et surtout à l'absence de financement de ce reste à charge. Et ça, c'est ce qu'a dit Yves Contasso tout à l'heure, c'est une réalité. Aujourd'hui, on n'a que 2 banques qui interviennent sur ces travaux en rénovation en copropriété. On a besoin de plus de volontaires et surtout, on a besoin d'accompagner tous nos copropriétaires, qu'ils soient copropriétaires occupants ou copropriétaires bailleurs. Et aujourd'hui, on le voit, nos bailleurs ne sont pas accompagnés. On a demandé effectivement des aides complémentaires pour les bailleurs. Dans le plan Éco-Rénovons Plus Paris, c'est une demande toujours. Je le redemande à nouveau parce que c'est quand même un point important. Deuxième point important, c'est effectivement aider nos bailleurs par un dispositif spécifique. On a parlé, et Yves Contasso l'a très bien dit, d'une différentielle sur le plafonnement des loyers. Nous, on a parlé d'un amortissement fiscal, c'est-à-dire un propriétaire bailleur qui engagerait ce type de travaux aurait le droit effectivement à un amortissement fiscal parce qu'il engage des travaux pour améliorer le climat et pour améliorer la vie de tout le monde, locataire comme copropriétaire. Et ça, c'est un vrai point important aujourd'hui. On n'y est pas encore, mais ça s'accélère et on va dans le bon sens. La seule chose, c'est que Bercy n'est pas toujours favorable à ce que nous demandons. Une chose est très claire, c'est qu'on a un projet de loi qui a été voté, qui est maintenant une loi sur l'habitat dégradé, qui tient compte effectivement d'un emprunt collectif global, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, et qui pourra permettre peut-être, pour l'instant les décrets ne sont pas sortis, de faciliter effectivement le financement des travaux en copropriété. Merci beaucoup. Jean-François Coquard, je vous pose la même question. Comment vous percevez votre rôle et également quelle tendance vous voyez ou en tout cas comment ça se matérialise dans le portefeuille en fait de COPO que vous suivez? Alors, en effet, le syndic a un chef d'orchestre de toutes ces opérations de rénovation énergétique, comme évoqué. On sent quand même il y a une dynamique assez forte qui est lancée, et notamment sur le Grand Paris, avec le financement des aides, les aides au DTG, les aides apportées par Éco-Rénovons Paris+. Toutes ces opérations, lorsqu'on passe en assemblée générale, en effet, on est facilité dans l'adoption des DTG qui sont le point de départ pour faire un état des lieux de l'immeuble et constater les nécessités de travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est vraiment un point de départ et il y a un accompagnement très fort et je partage l'enthousiasme des précédents intervenants. Il y a un accompagnement très fort des différents organismes et il y a des aides assez structurées. Donc en fait, on a une dynamique, on a plus de 70% de copropriétés qui valident des DTG et on a des copropriétés qui commencent à lancer, suite à ces DTG, des programmes de rénovation énergétique. Et on a des copropriétaires dans des conseils syndicaux, comme l'évoquait mon confrère, qui sont moteurs et qui ont compris les mécanismes de DTG, d'Éco-Rénovons Paris+, etc. Donc, on a un niveau d'information qui est bien augmenté par rapport à ça. Ce qui est essentiel, par contre, pour la suite, c'est en effet l'élargissement des financements, mais avec les nouvelles réglementations qui ont été adoptées, je pense qu'il y a nouveaux acteurs bancaires qui vont proposer des offres. Donc, on est assez optimiste sur ça parce que je pense que ce marché est en voie d'ouverture. On a néanmoins besoin d'une simplification maximale des aides, une clarté des aides, une simplification des délais d'obtention des aides et une simplification de toute la phase administrative des documents qui sont à collecter. Ça, la simplification, c'est un élément essentiel parce que chaque syndic relaie cette information auprès de ses assemblées générales et en effet, il y a beaucoup d'informations qui circulent dans les médias et différents facteurs et les copropriétaires sont un peu perdus sur quelles sont leurs obligations, quelles sont leurs aides, comment les orienter. Donc, plus on va vers une simplification et plus les syndics pourront mettre en musique cette communication, plus en effet on développera les programmes de rénovation énergétique. Merci beaucoup. Donc, on a réussi l'exploit de tenir le timing. Il est 10h09. On a un petit peu de temps pour des questions-réponses.
Donc, je voudrais vous proposer de faire circuler, oui, merci beaucoup, Xavier Faure va nous aider pour passer la parole avec la chemise turquoise que j'ai vu lever la main en premier. Bonjour, Bernard Volatron. Merci pour ces interventions. Les 3 dernières interventions, en particulier Yves Contasso et les 2 représentants Naïm et copropriété, ont évoqué la question du financement. Et vous avez parlé de la question du reste à charge. Je n'ai jamais entendu parler du reste à charge pour un propriétaire qui vend à Paris après 10 ans. Alors je voudrais juste poser la question. Yves Baudrier a évoqué qu'un bilan sur 10 ans, c'est décisif. On ne parle pas de... Voilà. Financièrement, il faut déjà faire un bilan sur 10 ans. Deuxièmement, quand il est question du financement, monsieur nous a évoqué qu'il y a 2 banques. Où sont les banques publiques? BABA, c'est la différence entre les banques publiques et les banques privées. Et en particulier, y a-t-il la banque postale? Merci. Bien, quand on en parle au délégué interministériel à la rénovation, il dit il y a la concurrence qui se débrouille entre eux. Le problème, c'est qu'il y a des règles de financement qui ne dépendent pas que des banques. Je donne juste un exemple. Un banquier, quel qu'il soit, fait un crédit à une entreprise. N'importe quel taux, disons 3%. Si l'entreprise n'est pas en difficulté, ce crédit, il va le présenter à la Banque de France qui va lui refinancer à 2%, voire moins. Le banquier, il a déjà gagné 1% sur le montant. Si c'est un crédit au particulier, il n'y a pas de refinancement possible. Et la banque doit financer sur ses fonds propres. Et il y a des ratios, ce qu'on appelle les ratios prudentiels, qui imposent des limites à ce type de financement. Et donc tout le système est bloqué d'une certaine manière. Et les banques ne sont pas folles, ce n'est pas intéressant pour elles de prêter à des particuliers, sauf elles vont toucher les intérêts, bien évidemment. Mais quand elles refinancent pour des entreprises, elles gagnent beaucoup plus. Et donc les banques sont plutôt dans ce domaine-là. Alors il y a quelques banques qui disent on vous finance la rénovation au moment de l'achat, mais uniquement au moment de l'achat. Pour une autre raison, c'est que vous avez aussi les taux d'endettement au maximum qui sont, vous le savez, très contraignants. Ils ont été légèrement relevés récemment, mais tous les primo-accédants, ce qu'on appelle la première fois que vous achetez, vous êtes souvent au taquet de votre endettement. Donc si vous voulez rénover, aucune banque n'aura le droit de vous prêter, sauf à prendre le risque, en cas de difficulté, que c'est elle qui prendra à sa charge le crédit que vous ne pourrez pas rembourser. Et donc, le mécanisme ne fonctionne pas. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, il y a des banques publiques. En Allemagne, c'est la KfW, c'est une banque publique, filiale de l'équivalent de la Caisse des dépôts, qui finance ça. Et donc, ça existe. Et on l'a plaidé, c'est ce que nous disons, ça doit être une filiale de la Caisse des dépôts. Et on a même démontré qu'elle pouvait financièrement avoir des fonds, des financements, etc., qui permettraient de faire ça. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en rajoutant les systèmes suisses, vous payez des intérêts, vous ne remboursez jamais le capital, et ça se transmet de génération en génération. Et les banquiers suisses, c'est bien connu, sont des grands philanthropes. Donc s'ils permettent ça, c'est que c'est plus rentable pour eux. Merci. Une deuxième question, monsieur. Bonjour, François Tournesac. Donc, je suis au syndicat, je suis président d'un conseil syndical de 80 lots. Et dans les 80 lots, il y a des SCI. Et dans les SCI, pour avoir à la fois des financements et à la fois pour avoir des primes rénov', c'est juste impossible. Donc, est-ce qu'on s'intéresse vraiment qu'aux particuliers et aux logements sociaux et pas aux propriétaires un peu plus gros? Alors, je vais prendre la question sur les SCI. Effectivement, en fait, on a bien des financements qui existent au niveau de l'ANA sur les aides à la rénovation énergétique. Donc, je vous invite à vous rapprocher peut-être de vos conseillers pour avoir des précisions plus en détail par rapport à la nature de votre projet. Je vais être plus direct. Ma prime Rénov' CoPro, elle est pour toutes les copropriétés.
Donc, que la chose soit très claire, quand vous allez décider effectivement d'engager des travaux de rénovation énergétique, bien évidemment dans votre copropriété, vous allez avoir la prime rénov qui va être calculée sur tous les lots. En revanche, effectivement, pour les SCI, ils n'ont pas le droit à certaines aides complémentaires. Mais dans ma prime rénov globale, elle est là. Dans Éco Rénovons Plus Paris, elle est là. Donc attention, ne dites pas que certains n'ont pas le droit effectivement aux aides, c'est au financement crédit qui n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce que quand vous êtes SCI et qu'aujourd'hui vous allez dire on a un reste à charge de tant de milliers d'euros et que vous allez voir les deux banques, Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance de l'autre côté, les deux vont vous répondre non. Et là est la difficulté dans le cadre de l'emprunt collectif individuel. Et c'est la modification que nous demandons depuis de nombreuses années, c'est effectivement d'inclure tous les propriétaires, copropriétaires, qu'ils soient en SCI ou même en SARL, pour justement, quand ils sont dans une copropriété, bénéficier du crédit collectif individuel. C'est une demande que l'on fait. Pour l'instant, on n'est pas suivi. On espère que le nouveau crédit collectif global permettra effectivement de résoudre cette difficulté. Merci. Madame, vous aviez une question au fond? Bonjour. Dans les exposés, j'ai entendu que le trophée et les objectifs d'économie d'énergie étaient de 30%. Je voulais savoir s'il y avait un infléchissement sur les objectifs qui jusqu'à présent étaient présentés à 35%. L'autre chose, c'est par rapport aux évaluations après travaux. Est-ce qu'on a des véritables évaluations et comment elles sont faites? Peut-être trop technique pour aujourd'hui, mais c'est quand même important par rapport à la question de l'investissement des propriétaires. Quel est le réel investissement? D'autant qu'on sait que la plupart des calculs sont quand même théoriques dans le DTG. Donc la question entre le théorique et le réel, les objectifs de départ et les objectifs maintenant. Pour répondre à votre question sur le seuil de 30%, c'est un seuil qu'on a fixé pour les trophées métropolitains Coach CoPro, spécifiquement. Donc c'est pour le concours, mais bon, ça n'a pas de lien, si vous voulez, ça ne change pas les niveaux de gains de performance énergétique qu'il faut pour bénéficier des aides. Je rappelle qu'on est à 15% pour le Éco-Rénovant Paris Plus, hein, donc c'est plus bas encore. Là, c'est juste pour les trophées, parce qu'on veut vraiment présenter des rénovations exemplaires. Ensuite, en ce qui concerne la mesure ou les gains de performance énergétique réels par rapport aux gains de performance théoriques, on est en train de mesurer justement ça avec toutes les rénovations énergétiques qui sont documentées de plus en plus. Et puis, on étudie également la manière dont les usages se font dans les logements rénovés, donc ce qui nous permet d'avoir une analyse un peu plus fine. Pour prolonger la réponse à votre question, madame, il y a effectivement un gros décalage entre les économies théoriques et réelles. Et justement, notre étude de la PUR sur nos rénovations de logements sociaux a permis de le documenter avec la réalité donc, des économies. Il y a une très bonne note du Conseil de l'analyse économique qui est sortie il y a 2 mois qui montre que entre les différentiels de consommation entre les étiquettes G et A, donc normalement, on devrait consommer dans le réel 6 fois plus d'énergie dans un logement moyen en G qu'en A. Dans la vraie vie, c'est seulement 2 fois plus. Donc on voit bien, il y a des énormes décalages aujourd'hui. Et les études américaines, anglaises et allemandes ont montré justement que les économies réelles étaient bien moins importantes que les théoriques. Dans nos logements sociaux, on avait sur notre panel des 9000 logements qu'on a étudiés en économie réelle, on avait en économie théorique 55% d'économie théorique à réaliser. Donc si on avait pris le même ratio que dans le monde réel pour l'ensemble des logements, on aurait dû économiser 3 fois moins. En gros, la division aurait dû être environ 17%. La bonne nouvelle, c'est que nos économies réelles mesurées sur 3 ans de consommation, donc avec de façon scientifique, on est au-dessus de ce ratio, donc on économise 28%. Tout ça pour vous dire que c'est un mode de calcul théorique qui nous a imposé, qui ne dépend pas de nous, mais qui au moins qui a le mérite d'être le même partout en France et systématique. La réalité des économies, de ce qu'on voit avec notre écosystème parisien, qui est plutôt meilleur que d'autres, et l'économie réelle est 2 fois moins importante, mais c'est a priori le meilleur score et le meilleur résultat d'une étude, des 4 études qui ont été réalisées dans le monde. Donc on est plutôt pas mal dans le réel, et donc c'est pas tant surévalué que ça.
Juste un mot, madame, pour vous dire qu'on a lancé un projet qui s'appelle l'Observatoire de la rénovation énergétique sur le plan métropolitain, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ont des données, mais qu'elles ne sont pas forcément partagées, qu'on n'a pas forcément des séries chronologiques très longues, et que ce n'est pas l'image à l'instant T qui compte évidemment. Et donc avec la DRIL, avec l'ADEME, avec l'ANA évidemment, le CSTB, enfin tous les organismes, les énergéticiens, les bailleurs sociaux, tout le monde, on va voir comment monter cet observatoire qui correspondra aux besoins des uns et des autres, parce que ça c'est fondamental, c'est de partir des besoins, notamment des ALEC, mais pas que, des différents services de l'État aussi, qui ont besoin de cet observatoire très détaillé, très fin, qui va permettre, y compris de faire de retours d'expérience pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, etc., de manière à aider tous les acteurs à aller beaucoup plus loin et avoir des chiffres incontestables. Parce que ça, comme l'a dit Jacques Baudrier, c'est fondamental qu'il n'y ait pas de discussion possible sur la réalité des gains énergétiques. Oui, juste d'un mot sur la question des seuils, puisque ça revient souvent. Effectivement, sur MaPrimeRénov' copropriété, on est sur un seuil minimal de gain énergétique de 35% à atteindre. Donc en fin d'année dernière, on a relevé les niveaux de financement pour les aides dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété, avec également des financements supplémentaires quand on atteint des niveaux encore plus ambitieux, notamment de 50%. Et ce qui me permet d'apporter une précision par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, il y a des bonifications quand un logement était en passoire énergétique et qu'il sort du statut de passoire énergétique. On bonifie l'aide de 10% pour encourager ce type de démarche-là. Et donc sur les seuils spécifiquement, on sait que c'est très compliqué à atteindre pour un certain nombre de typologies de bâtiments. Et donc on a lancé une expérimentation en début d'année pour permettre aux copropriétés de moins de 20 lots de pouvoir bénéficier d'un financement de l'ANA sur MaPrimeRénov' copropriété dès lors qu'un seuil minimal de 15% est atteint, donc ce qui est cohérent également avec le dispositif parisien Éco-Rénovons Paris Plus. Et donc cette expérimentation va dans un premier temps se faire entre 2024 et 2026. Donc on pourra regarder avec la ville de Paris pour voir comment la ville peut y participer. Et l'enjeu, c'est vraiment permettre aux copropriétés de moins de 20 lots de pouvoir s'inscrire au maximum dans un projet de rénovation. Parce qu'en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que à peu près 20% des copropriétés que nous finançons à travers de MaPrimeRénov' Copro, en fait, ont moins de 10 lots, alors qu'elles représentent plus de la moitié des copropriétés qui sont référencées dans le registre national d'immatriculation des copropriétés. Donc on voit bien qu'on a un enjeu extrêmement important sur cette cible-là. Merci, allez, on a le temps pour une question ou deux encore. Alors, dernier point en copropriété, et une précision. Quand vous avez fait les travaux de rénovation énergétique, n'attendez pas le résultat l'année d'après. Il faut 2 ans pour voir apparaître le résultat pour 2 raisons. D'abord, le temps de faire les travaux, le temps de réceptionner, et ensuite le temps de remettre l'immeuble en route normalement. Quand je dis normalement, si vous avez un chauffage collectif, il va falloir régler le chauffage collectif différemment. Il va falloir faire ce que l'on appelle effectivement un équilibrage qui va être modifié, parce que si vous avez effectivement mis un doublage, changé vos fenêtres de simple en double vitrage, amélioré votre ventilation, il faut régler la totalité de votre immeuble, et il faut en plus que nos charmants copropriétaires et locataires apprennent que leur immeuble est différent et qu'effectivement ils vont devoir faire autrement pour leurs appartements. L'exemple, on l'a eu dans un immeuble dans le 19e arrondissement, où quand on a installé sur cet immeuble un doublage, mais aussi des volets roulants, c'est sur la partie d'été où les gens ont dû apprendre effectivement qu'à un moment, il fallait descendre le volet roulant pour qu'effectivement, il n'y ait pas le soleil qui tape sur la façade, mais laisser la fenêtre ouverte pour que l'air puisse passer. Et donc ça, ce sont des apprentissages, des compréhensions, et le résultat est arrivé, bien évidemment, en N+2, une fois qu'on avait terminé les travaux, avec une économie qui était annoncée normalement de 43%, on était à 38%. Donc vous voyez, on n'est pas loin. En revanche, l'année N+1, on n'était même pas à 20. Pourquoi? Parce que les équilibrages, les réglages n'avaient pas été faits. Et ça, c'est un point important. Il faut se donner le temps de refaire les choses et d'apprendre. Voilà, une question. Oui, bonjour. Je suis copropriétaire sur une copropriété de petite copropriété de 5 lots.
Et pour poursuivre ce que vous avez dit, monsieur Delana, comment fait-on quand les plafonds de subvention sont de l'ordre de 20 000 ou 25 000 euros? On a une perspective de gain énergétique maximum qui est plus de 50% suite au DPE qu'on a fait collectif. Et donc on est 5, les plafonds sont de 20 ou 25 000 euros selon qu'on prend Econo-Rénovons Paris Plus ou l'ANA. 5 fois 25, ça fait 125 000 euros. Les rénovations d'un immeuble sont les mêmes, quel que soit le nombre de lots, à peu près 600 000 euros. Même si on rajoute le prêt éco-PTZ, 50 000 euros maximum x 5, 250 000. 250, 3 plus 125, 375. On est quasiment que à la moitié. Donc voilà, quand on dit ensemble, je veux bien, mais les toutes petites copros, comme vous disiez, elles représentent une part énorme du parc. Comment est-ce qu'on fait pour les rattacher au wagon? Voilà, merci monsieur. Là, vous touchez clairement la problématique. Dans mon intervention, je disais que on demandait dans ma prime rénov copropriété à évoluer de façon plutôt positive ces dernières années, hein, même si on peut regretter l'arbitrage négatif sur le 1 milliard qui a été évoqué. Mais le trou dans la raquette, vous l'identifiez exactement, c'est ces petites copropriétés qui sont souvent les mêmes que les passoires thermiques, que les F et les G, de 5, 10, 15 lots. Et on voit bien que le coût travaux souvent excède 50, 60 000 euros. Voilà. Et ça peut même être encore plus important comme dans votre cas. Donc nous, notre demande vis-à-vis de l'ANA, c'est que le plafond pour les F et les G en particulier soit rehaussé de 25 000 à 50 000 euros, voire plus. Voilà. Et clairement, pour lutter contre les passoires thermiques, pour rénover tous ces petits immeubles où une grande partie des passoires thermiques sont qui sont des immeubles en plus où justement ce risque d'être interdit de louer leur logement. Là, c'est l'adjoint au logement qui vous parle. Il y a vraiment une urgence à relever ces seuils et à régler ce sujet de trou dans la raquette. J'étais hier auprès de la collaboratrice de Christophe Béchu qui gère tous ces dossiers et justement pour lui demander exactement ça. Donc, parce qu'on a encore un problème, un sujet. À Paris, on a le meilleur environnement financier grâce à ma prime rénov copropriété, grâce à Eco-Rénovons Paris. Mais il y a encore ça à améliorer, en effet. Donc, votre question est plus que pertinente. Et j'ai posé en gros exactement la même à la collaboratrice du ministre hier. Et juste pour compléter la réponse, effectivement, on sait bien que c'est une difficulté supplémentaire pour cette typologie de copropriété-là. Je ne peux pas vous apporter aujourd'hui d'éléments plus précis, puisqu'il ne m'appartient pas de prendre des arbitrages sur les dispositifs financiers qu'on propose. En revanche, bien noter le point et je le relayerai effectivement à nos autorités pour voir comment le traiter. Il nous reste 3 minutes pour une dernière question, monsieur. Oui, bonjour, Michel Delmotte. Oui, merci. Je me suis occupé d'une copropriété où on a été coach copro, dans le système coach copro. Et ma question concerne justement la mesure des performances énergétiques avant transformation et après transformation. Alors évidemment, je suis du CNRS et c'est une préoccupation principale. Mais moi, ce que j'ai bien vu, c'est que l'évaluation théorique, elle reste très théorique et dépend de mode de vie. Et c'est vraiment très, très gênant. Alors moi, je propose quelque chose, notamment en premier à l'APC, dans les trophées à venir. Pourquoi on ne pourrait pas mettre en place, avec ou sans les aides, une espèce de mesure en continu et permanente? Et je vais préciser ma question. Pour les copropriétés en termes d'énergie électrique ou chauffage, étant donné qu'on a des Linky, étant donné que la CPCU a des compteurs de chaleur permanents, pourquoi ne pas afficher en permanence à l'entrée des immeubles, voilà, aujourd'hui, vous avez dépensé tant d'énergie, vous avez oublié de vous tirer vos rideaux et ça se voit, vous avez laissé vos fenêtres ouvertes et ça se voit, alors on pourrait faire des concours et là, on gagnerait beaucoup d'argent. Surtout, on serait à l'abri des faux calculs parce que sincèrement... Votre question, monsieur, alors? La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va effectivement dire il y a un certain nombre de règles qui ne s'appliquent pas à la physique. La physique ne marche pas avec des règles. Quand est-ce qu'on va dire, ben voilà, on va prendre les choses en réalité?
Voilà la mesure. Alors, on va répondre à votre question alors. Merci pour la proposition. Ça prendra un peu plus de temps pour décider du coup de qui est lauréat dans les trophées. Ceci étant, ce que je peux dire, c'est deux choses. Peut-être la première, c'est qu'on a lancé justement une expérience d'instrumentation de copropriété sur 8 copros pour étudier l'impact avant et après travaux. Et puis, on a également mis en place un guide de gestion durable des immeubles qui nous permet justement de formuler des recommandations pour, je dirais, améliorer l'usage de l'immeuble à des fins notamment de gains de performance énergétique et de réduction des consommations d'énergie. Donc, on note en tout cas la proposition très innovante. Voilà. Écoutez, on a terminé cette table ronde. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation. Voilà, on peut les applaudir.